Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Deux hommes sont au programme de cette émission, un écrivain et un jeune chef d'orchestre de 28 ans dont vous ferez la connaissance en deuxième partie d'émission. Quelqu'un qui va parler à Éric Emmanuel Schmitt parce que vous aimez beaucoup la musique, Éric Emmanuel Schmitt, même si je ne vous reçois pas aujourd'hui pour une œuvre musicale. Bonjour à vous. Bonjour. Enfin si, finalement, c'est peut-être une œuvre musicale, Les perroquets de la place d'Arezzo, un roman qui paraît chez Albin Michel, musical parce qu'il y a des perroquets qui caquettent dans tous les sens dans ce roman, Oui. qui font une jolie musique qui accompagne le roman. Oui, ils sont comme un chœur au milieu de la ville qui regarde tout ce qui se passe dans les appartements autour de cette place d'Arezzo. Et dans les appartements, il y a aussi des drôles d'oiseaux, mais ce sont des humains. Voilà, c'est un roman très intéressant. Certains diront un pavé du haut de ces 720 pages, mais comme toujours chez vous, ce sont des pages que l'on lit avec tellement de facilité. On a cette place à Bruxelles. Elle existe vraiment, la place d'Arezzo ? Oui. Ah, elle existe. Elle existe, c'est un endroit incroyable. Vos yeux voient une ville de l'Europe du Nord, Oui. et vos oreilles entendent la jungle de l'Amazone. Vous levez les yeux et vous voyez les nids des perruches et des perroquets avec leurs petites têtes qui passent par-dessus pour vous regarder en disant « qu'est-ce que tu fais là ?» Et c'est fascinant parce que c'est la sauvagerie au cœur de la civilisation, c'est-à-dire c'est nous, avec nos pulsions, notre corps qui désire, et puis notre apparence lisse, cultivée, pondérée, socialisée. Alors c'est très intéressant parce qu'on imagine cette place que je ne connais pas pour de vrai, mais on l'imagine avec des très jolies façades, oui, derrière lesquelles se jouent des drames. Et l'idée de départ de ce roman quête, de ce roman sur l'amour, c'est une lettre anonyme dans une enveloppe jaune que reçoivent une bonne partie des habitants de la place. Oui. Et dans cette lettre, il y a une seule et même phrase écrite de la main gauche, et il est écrit « Ce mot simplement pour te signaler que je t'aime, signé qui tu sais ». Voilà. Et de là part tout le roman, parce qu'évidemment, en fonction de qui on est et de quelle vie on a, chacun va réagir différemment à la réception d'une telle lettre. Chacun appelle l'amour une chose différente. Certains ne veulent pas d'ailleurs entendre parler d'amour. Cette lettre est une manière pour moi de rentrer vraiment, pas seulement à l'intérieur de leur appartement, mais de leur âme, de leur peau, et d'essayer de voir comment les hommes et les femmes s'agitent et ce qu'ils appellent l'amour. Pour certains, ça n'est pas de l'amour, c'est la sexualité, de la pure sexualité. Pour d'autres, la sexualité conduit à l'amour. Pour d'autres, l'amour ne peut exister que sans la sexualité. Donc j'essaye comme ça de faire une espèce de petite encyclopédie romanesque de nos différentes façons d'aimer et d'approcher les autres. Ça, c'est votre côté Diderot, parce que monsieur est un spécialiste de Diderot, il faut le savoir. Dans le côté encyclopédique, ça vous plaît. Oui. Et on sent bien cette quête d'essayer de définir en un roman ce que peut être l'amour à travers des personnages très, très disparates, très différents. On sent bien que c'est une place monde, un peu, en tout cas occidental, monde occidental. Tout à fait. Tout à fait, oui, parce que il y a des gens qui ont de gros besoins sexuels, il y a des gens qui n'en ont pas, il y a des gens qui pensent que pour eux l'amour c'est fini, il y a des gens qui ont des frustrations, il y a des gens qui ont encore des espoirs. Donc il y a à peu près tous les types de relations qu'il peut y avoir à l'amour. Oui, puis il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des riches, il y a des beaucoup moins riches, il y a des qui sont un peu ratés dans leur profession, d'autres qui ont réussi. On a un petit peu tout ça. Il y a des personnages qu'on reconnaît carrément aussi, très inspirés de l'actualité. Voyons, mais qui Un homme politique Un homme politique. Oh, oui, mais voilà, on va reconnaître Dominique Strauss-Kahn, on va reconnaître et d'autres, parce que des gens comme Dita Von Teese aussi, la stripteaseuse. Oui, voilà. Et en même temps, c'est pas elle, et en même temps, c'est pas lui. C'est le choix du romancier, le droit du romancier. Voilà, c'est pas un roman à clé, c'est un roman à trousseau. Il y a toujours plusieurs personnes qui me font créer un personnage. C'est là que c'est intéressant. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux de vouloir réunir en un livre, de faire cette sorte d'encyclopédie D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a un personnage miroir dans ce roman, un écrivain qui doit faire une encyclopédie sur l'amour, justement. Et qui n'y arrive pas. Et qui n'y arrive pas. C'est là que c'est humoristique. Mais c'est une quête de folie de se dire je vais mettre tout l'amour dans un roman. Mais de toute façon, c'est présomptueux de prendre la plume. De toute façon, il faut avoir une confiance folle en soi pour se dire j'ai quelque chose à dire aux autres. Vous l'avez ? Oui. Avec le temps, je l'ai encore plus qu'avant. Avec le succès, vous voulez dire ? Non, avec l'expérience. Parce que moi, je viens d'une famille de sportifs. Oui. Et, avec votre physique de boxeur. Je me souviens, vous étiez venu une première fois dans cette émission il y a des années, vous parliez de votre physique de boxeur. Voilà, et dans ma famille, il y a encore des gens qui sont des champions, enfin, dans la nouvelle génération, etc. Donc c'est une famille de sportifs. Et pour un sportif, passer 30 ans, c'est terrible. Pour un intellectuel, pour un artiste, c'est une merveille. Moi, j'ai 53 ans.
et les choses sont plus faciles qu'avant. Tout simplement parce que je me connais, je sais comment aussi repousser mes limites, mais surtout j'ai gagné cette confiance en moi qui me pousse à aborder des sujets. Et comme vous dites, le succès, oui, aide. Par exemple, le jour où j'ai écrit Oscar et la Dame Rose, je pensais que ça serait un livre qui me serait refusé par tout le monde puisque c'était un sujet tabou. C'est un de vos plus beaux livres. Merci. Pour moi. Ah, oui. C'est un enfant malade, normalement on ne parle pas de ça. Non. Et finalement les gens ont tellement bien reçu ce livre, ils ont eu tellement besoin, ils ont toujours besoin de ce livre, que ça donne confiance. J'ai écrit sur Hitler aussi, ce qui est un sujet aussi tabou, pour essayer de comprendre. Et comprendre n'est pas justifié. C'est la part de l'autre. La part de l'autre. Ouais. Très beau livre aussi, voilà. Très beau roman. En étant croyant, j'ai osé écrire l'Évangile selon Pilate, c'est-à-dire aussi m'approcher d'un mystère qui me fait vivre. Donc, à chaque fois, les audaces, il y avait de l'audace et en même temps de la confiance, parce que je savais que j'allais vers un discours que je voulais tenir. Par exemple, ici, pour celui-ci, c'est une bienveillance profonde envers toutes les différentes façons d'aimer et de ne pas arriver à aimer. Une indulgence absolument profonde. En même temps, je dénonce ce qui ne va pas, puisqu'il y a des personnages qui font preuve de violence. Mais il y a une espèce de grande bienveillance, et puis il y a aussi une forme d'étonnement pour se dire, au fond, l'amour, ça reste un message totalement révolutionnaire, c'est de la dynamite. Les gens ne sont pas prêts à aimer, parce que aimer, c'est abandonner l'égoïsme. Aimer, c'est penser que l'autre a plus d'importance que soi. Qui est prêt à ça? Pas beaucoup de gens. Alors, justement, à peu près au milieu du livre, page 409-410, prenez vos perroquets de la place d'Arezzo, s'il vous plaît. Il y a cette petite histoire qui glissait comme ça, à l'air de rien, mais quand on sait que vous êtes croyant, ça fait évidemment référence. Deux personnages de votre roman se disent, voilà, il y a beaucoup de personnages, c'est vraiment un roman choral, hein. On parle de pièce de théâtre ou de film choral, ça c'est un roman choral. Il y en a, il lui dit, tu veux une preuve que l'amour est insupportable? Chiche. L'histoire d'un brave garçon célibataire qui abandonne son métier de charpentier pour parcourir les routes en disant aux gens que Dieu les aime et qu'ils doivent s'aimer entre eux. Le gars en plus se montre raccord avec ses paroles, voilà, qu'il te soigne les lépreux, qu'il te redonne la vue aux aveugles, c'est vraiment écrit comme ça, hein. Qu'il ressuscite son copain Lazare, qu'il empêche une malheureuse de se faire lapider sous prétexte qu'elle a fauté avec un autre barbu que son mari, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Miracle, maxime, bonnes actions à profusion, voilà son programme au Jésus. Eh bien, qu'est-ce qu'il récolte à la fin, le garçon? À 33 ans, on l'arrête. Parce qu'on ne le supporte plus, on lui improvise un procès bidon et on cloue sur des planches. Tu parles d'une récompense, alors forcément, depuis les vocations de gentils, ça ne fait plus le plein. Il faut être un saint pour jouer les Jésus après ça. Petit clin d'œil, mais qui frappe en plein dans le mille. C'est le langage de mon personnage, c'est pas le mien. Bien sûr, on a bien compris. Mais oui, bien sûr, il y a quelque chose de totalement évangélique là derrière, c'est-à-dire le message d'amour, parce qu'au fond, ce personnage qui envoie des lettres anonymes, c'est pas un corbeau, parce qu'un corbeau, ça envoie des lettres de haine, c'est une colombe. Et ça dérange un message d'amour. Les gens n'ont pas envie qu'on leur parle de ça. Ils préfèrent d'ailleurs limiter l'amour à un échange de plaisir ou à un échange sexuel. Mais l'amour, le vrai amour, ça dérange beaucoup. Je me demande à chaque fois si, avec vos livres, quel que soit le livre, hein, vous ne convertissez pas des gens finalement. Alors évidemment, il y a des livres évidents comme l'Évangile selon Pilate qui était très bien vu, où c'était Pilate qui racontait un peu comment il avait vécu les choses. Je crois avoir lu que vous disiez qu'il y avait des athées qui vous avaient écrit remettant en cause leur athéisme après une telle lecture. Oui. Voilà, vous allez peut-être convertir des gens à l'amour aussi. Oh, j'espère, ce sont mes valeurs. Je peux pas, une vigne de Bordeaux peut pas faire du Beaujolais et vice-versa. Moi, je crois à certaines valeurs et quand je prends la plume, c'est de ce lieu-là où j'ai ces valeurs que je parle. Alors, j'en parle d'une façon pas du tout conventionnelle parce qu'il y a des scènes dans ce livre qui peuvent surprendre, voire qui peuvent choquer, mais je sais bien de... Oui. Je pense qu'il y a des gens qui seront très choqués par les scènes sexuelles. Oui, même si j'essaie de les écrire avec pudeur. Il y en a des assez descriptives quand même. Voilà, c'est suggéré, mais c'est clair en même temps. Oui. C'est-à-dire que, voilà, puis moi-même, les écrivains, je n'étais pas toujours dans ma sexualité, puis comme il y a 20 à 30 personnages, il y a 20 à 30 façons d'aimer, de désirer, de toucher, de s'approcher. C'est pas forcément les miennes. Mais j'aimais bien, justement, être obligé, à cause de l'empathie, de la sympathie que j'avais pour le personnage, d'aller vers des continents de peau, de caresses, de baisers qui n'étaient pas forcément les miens. Et c'est pas difficile ça, justement, d'aller chercher ailleurs toutes ces expériences, vous n'avez pas pu tout faire, c'est juste pas possible de mener 30 vies à la fois. Merci. D'accord. Donc là après c'est l'imagination d'écrivain ou comment on s'y prend? C'est l'écoute. Moi je suis une grande oreille. Hein. Les gens, depuis toujours, les gens me racontent beaucoup de choses intimes et c'est encore
plus manifeste depuis que je suis un écrivain connu, c'est-à-dire comme j'appartiens à l'intimité des gens quand ils me lisent. Souvent les gens me disent je vous ai lu dans un lit, je vous ai lu à tel endroit, etc. Vraiment je fais partie de la vie intime, mais d'autant plus avec ce que je raconte. Eh bien, souvent les gens quand ils me rencontrent, ils sautent des barrières de pudeur et tout de suite ils me disent des choses importantes qu'on ne dirait pas à quelqu'un qu'on connaît aussi peu. Parce qu'au fond, eux, ils me connaissent. Oui, c'est souvent dans des salons du livre, par exemple, ou des rencontres littéraires où ils vous écrivent. Dans la rue, ou dans un train. Mais vous ne vous sentez pas agressé par tous ces témoignages, finalement, de gens qui viennent vous parler de vous, puis finalement vous parlez d'eux? Ah non, non, pas du tout agressé, nourri. Parce qu'il y a cette chose merveilleuse, c'est-à-dire que quand ils me voient, ils sont tout d'un coup pleins du sentiment qu'ils ont eu en lisant le livre. Et je ne vais pas me vanter, mais c'est un sourire qui leur arrive. Et à partir de là, on échange sur des choses qui sont importantes pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on gagne comme temps ? Je crois avoir lu une grosse partie de votre production littéraire, Éric Emmanuel Schmitt, avoir quasiment tout vu au théâtre. Et j'ai toujours été très surprise par un phénomène chez vous, mais c'est juste peut-être que ce n'est pas encore fait, ça va venir. C'est particulièrement avec ce roman-là. Donc on dit, allez, grosso modo, 30 personnages, un thème universel, une place monde. Et je me dis, mais quand est-ce qu'il va nous faire un livre de désert, Éric Emmanuel Schmitt, lui qui a été converti au désert sur les traces de Charles de Foucault, pas forcément sur Charles de Foucault, mais j'attends le roman du désert chez vous. Oui, j'ai envie de l'écrire, mais ça fait tellement longtemps que j'ai envie de l'écrire. Et en même temps, je sens que ça sera mon livre le plus fondamental. Et je crois que j'ai toujours envie de l'avoir devant moi. Vous voyez ? C'est une bonne réponse. J'ai toujours envie de le désirer. Non, mais c'est peut-être un petit peu égoïste parce que beaucoup de gens me disent on aimerait partager ce que vous avez vécu dans le désert. C'est votre tentation de Venise. Ah ouais, enfin, c'est plus que ça, parce que je crois que si je suis là, si je vous parle, si j'ai pu écrire tout ce que j'ai écrit, c'est parce que j'ai passé cette nuit dans le désert où tout d'un coup, vous voyez, tout à l'heure on parlait de la confiance. La première fois où elle est arrivée dans ma vie, c'était dans le désert, quand je me suis perdu et que j'ai vécu cette nuit mystique. Avant, je me sentais absolument illégitime pour parler de quoi que ce soit. Je savais que j'étais doué pour écrire. Parce vous étiez philosophe quand même. Oui, mais c'est pour s'adresser à ses contemporains, je sais pas, il faut pas seulement être bien formé, comme c'était mon cas, moi, voilà. Puis vous savez, philosophe, on ne devient pas anglais parce qu'on est professeur d'anglais, on ne devient pas philosophe parce qu'on est professeur de philosophie. Tout à fait. Je veux dire, voilà, moi j'avais une grande formation de professeur de philosophie, j'enseignais la philosophie à l'université. J'avais les moyens instrumentaux et conceptuels de réfléchir. Mais je ne me sentais absolument pas légitime pour prendre la parole vis-à-vis des autres, alors que je savais, puisque tout le monde l'avait toujours dit, que j'avais un vrai talent de plume qui avait toujours été vérifié par tout le monde. Et il a fallu cette nuit dans le désert pour que je me dise, finalement, si ça, c'est possible, ça passe par toi, c'est-à-dire si tout d'un coup tu peux avoir une nuit mystique, tu peux être rempli de cette force et de ce sentiment que le mystère a un sens, qu'un sens se cache derrière ce qui t'échappe. À partir de cette nuit, je faisais crédit au monde. J'étais plus dans un monde absurde, j'étais dans un monde mystérieux. À partir du moment où je me suis dit, tiens, j'ai pu être le réceptacle de ça, je veux dire, Dieu m'a considéré digne de recevoir ça et m'a montré mon chemin. À partir de là, j'ai pu écrire et prendre la parole. Non pas que je sois inspiré par le souffle divin, du tout. Mais vous voulez être autorisé, en tout cas. Oui, tout d'un coup, il y avait une harmonisation intérieure entre mon corps, mon cœur, mon cerveau, qui faisait que, voilà, je pouvais prendre la parole. En fait, j'avais enfin quelque chose à dire. Avant, j'avais la virtuosité vide. Et à partir de cette nuit-là, j'avais enfin quelque chose à dire. Ça me rappelle une conversation que j'ai eue ici même avec Jean d'Ormesson, où je lui disais un peu surprise, Jean, je suis un peu surprise que vous n'ayez pas écrit avant 40 ans, enfin écrit de livres. Il m'a dit, mais ma bonne dame, c'est que j'avais rien à dire. Ouais. Il a fallu attendre 40 ans pour que d'un seul coup, vous c'était avant, mais ça vienne se remplir et que je me sente justifiée et autorisée à écrire. Complètement. D'ailleurs, même école, Normal Sup, même formation, agrégé de philosophie. Donc une espèce de virtuosité comme ça de départ, une bonne formation, mais on se rend compte qu'on manie le vide, et puis tout d'un coup, ça y est, la vie nous remplit, et puis à partir de ce moment-là, de cette nuit au désert, je me suis mis à devenir sensible de façon différente aux êtres, aux choses, aux paysages, au cosmos, à tout, parce que c'est comme si voilà, j'avais une clé. C'est fou de devoir se perdre, souvent on se perd dans sa vie, mais vous êtes vraiment perdu physiquement
dans ce dire. Quel âge vous aviez à l'époque, Éric-Emmanuel Schmitt? 29 ans. 29 ans. Donc l'âge de notre invité qui va arriver tout à l'heure. À peu de choses près. Vous vous perdez vraiment physiquement dans le désert, ce qui terroriserait n'importe qui quand même, parce que vous avez mis du temps à vous retrouver quand même, 24 heures quand même. C'est long dans le désert. J'ai perdu une trentaine d'heures dans le désert, oui, tout à fait. Oui, parce que tout d'un coup, j'ai décidé de descendre cette montagne qu'on avait montée et de passer devant, et puis en fait, je cavalais, quoi. Je cavalais. Est-ce que c'était le pressentiment d'un rendez-vous? Est-ce que c'était une volonté de se perdre? Je ne sais pas, quelque chose de plus fort que moi. Et tout d'un coup, voilà, à 19h, la nuit tombe, le vent se lève, le froid arrive. Je me retourne, j'appelle, personne ne me répond. Je suis perdu dans le désert, je n'ai rien à boire, rien à manger. Je suis insuffisamment habillé pour passer la nuit. On était en février, donc les journées sont chaudes, mais les nuits sont très froides. Désert du Hogar. Voilà, désert du Hogar, Sahara. Et voilà. Et là, je me suis dit, je vais avoir peur. Et le contraire est arrivé. Donc c'était un cadeau merveilleux et qui m'a laissé très embarrassé parce que je n'avais pas le vocabulaire. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas. C'est-à-dire que je ne peux parler de ça que de façon soit allusive, en parlant comme aujourd'hui, soit alors quand je tente de l'écrire d'une façon très très poétique. Car les mots ont été inventés pour décrire le visible, les mots n'ont pas été inventés pour décrire l'invisible. Il va falloir se mettre au travail, c'est votre métier, monsieur l'écrivain. Mais tout à fait. Mais c'est vrai, voilà, à titre personnel, moi j'attends ce grand roman du désert. Je vous donne rendez-vous. avec grand plaisir. Alors, votre production, elle est multiple. On sait déjà que vous écrivez aussi pour le théâtre. D'ailleurs, on s'apprête à aller voir une pièce qui s'appelle The Guitries, avec Claire Keim et Martin Lamotte. On est sur un tout autre projet que les perroquets, sur lesquels on reviendra dans l'émission. Autre chose, vous avez envie de raconter la vie de Yvonne Printemps et Guitry. Sacha Guitry. Oui, parce que j'ai toujours été fasciné. D'abord, je suis fasciné par l'esprit de Guitry. Et donc, on l'est tous. Hein. Voilà, donc dans la pièce, il y a quelques phrases de Guitry, mais autrement, j'ai fait, entre guillemets, du Guitry, parce que j'ai un peu trouvé la matrice. Et puis, j'étais fasciné par l'histoire de cet homme qui tombe amoureux vraiment de la seule femme dont il ne fallait pas tomber amoureux, parce qu'elle est sensuelle, elle est libertine, elle est profondément libre. C'est pas la femme d'un homme du tout. Or, lui, c'est la femme de sa vie. Après, il a épousé les autres pour la galerie, pour garder la face. Mais il a toujours aimé cette femme. D'ailleurs, ce que je raconte dans la pièce, il a gardé toute sa vie dans une boîte la robe qu'elle avait le jour de leur rencontre. Il ne l'a jamais laissé se perdre dans un déménagement. Voilà. Et alors, ma question en commençant la pièce, c'était comment un homme comme ça peut aimer une femme comme ça? Et en finissant la pièce, je me disais, mais comment ne pas aimer une femme comme ça? C'est un peu toute l'histoire, toute la question qu'on se pose aussi dans Les perroquets de la place d'Arezzo. Moi, j'arrêtais pas de me dire, mais non, ces deux-là, ils vont pas du tout ensemble, ils vont pas s'aimer, c'est pas possible. Elle est vieille et moche, il est jeune et beau. Enfin, voilà, c'est des choses débiles finalement qu'on se dit. Hein. Oui, si la vie c'était ça, ce serait bien triste. Mais c'est très très mystérieux, le lien amoureux, qui n'est pas seulement le lien sensuel. Et là, Guitry était prêt, à mon avis, à aimer Yvonne Printemps jusqu'au bout, parce qu'il était au courant de son infidélité. Je veux dire, il savait qu'elle le trompait beaucoup. Mais je pense qu'il était prêt à supporter l'infidélité, parce qu'il l'aimait. Il y a un amour au-delà de l'amour. Mais par contre, ce qu'il n'a pas supporté, c'est la déloyauté. Car elle était déloyale, c'est-à-dire qu'elle mentait, elle ne disait pas la vérité, elle esquivait, elle attaquait au lieu de se défendre, ou pour se défendre, etc. Et je crois que la déloyauté, et ça on le voit dans son œuvre, lui a beaucoup déplu. Alors que l'infidélité, finalement, il l'aurait peut-être compris, par amour justement, parce que quand on aime quelqu'un, on aime que ce quelqu'un soit heureux. Alors ça, c'est une des positions de quelques-uns des personnages dans Les perroquets. Pas uniquement, bien sûr, mais voilà, une énième variation sur l'amour avec The Guitries au Théâtre Rive Gauche, qui démarre là maintenant et qui paraîtra aussi, évidemment, en livre. Et qui est mis en scène magnifiquement d'ailleurs par Steve Suissa au Théâtre Rive Gauche. Ce sont deux styles d'écriture différents, hein, on est bien d'accord, le roman, le théâtre. Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre chez vous? Comment l'un et l'autre se nourrissent ou... En fait, écoutez, moi j'ai vraiment l'impression d'obéir au sujet et au personnage. Quand les sujets et les personnages me disent « pour que ça soit bien, il faut que ça soit un roman », j'écris un roman. Quand les sujets et les personnages me disent « c'est sous la forme d'une pièce que ce serait le plus brillant », je fais une pièce. Donc j'ai commencé par le théâtre, puis j'ai dû m'inventer romancier, parce que j'avais à écrire l'Évangile selon Pilate et La part de l'autre, puis tous les autres après. Après j'ai dû m'inventer nouvelliste
pour écrire certaines histoires et j'ai fait des livres de nouvelles. Ensuite, j'ai dû une fois m'inventer cinéaste. Ah oui, pour Odette Tout-le-Monde. Voilà, pour Odette Tout-le-Monde. Et puis maintenant, on dit BDiste. Mais voilà, parce que ce petit poussin, j'écrivais des histoires pour mes proches sur ce petit poussin. Poussin premier. Voilà, ce petit poussin qui vient naître et qui se pose plein de questions, comme un petit poussin qui vient naître mais doté de la parole. Et bien tout d'un coup, mes proches me disaient mais c'est bien, tu devrais les publier. Je disais non, il manque quelque chose. Le jour où j'ai compris qu'il manquait le dessin, je me suis dit va falloir que je m'invente en plus auteur de bande dessinée. Et heureusement, j'ai rencontré Jean-Ry, qui est le dessinateur de Spirou et du Petit Spirou. Et nous avons créé les aventures de Poussin Premier. Voilà. Alors là, on est dans un tout autre domaine encore de narration. C'était nouveau pour vous, c'était difficile, parce que c'est une synthèse absolue, la bande dessinée. Il faut dire en 3 mots ce que dans un roman, vous dites en 15 pages. Exactement. C'est un vrai exercice littéraire que de faire des scénarios comme ça de bande dessinée. Et puis en plus, mon dessinateur m'a un peu bizuté, c'est-à-dire qu'il me demandait de lui envoyer les planches dessinées à ma façon. Et ensuite, donc, vous dessinez, vous? Je ne savais pas. Non, justement, si un jour on veut faire le musée de ma honte, on mettra toutes les planches que j'ai envoyées à Jean-Ry. Puis après, si on veut faire le musée du génie de Jean-Ry, on mettra les planches qu'il me renvoyait après mes graffitis. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment appris la technique du scénario de bande dessinée en faisant le découpage moi-même et en essayant le dessin moi-même. Mais c'est vrai que quand je lui mettais dans la marge ce qu'il devait voir, parce que parfois, par exemple, à un moment, je lui dis le ver de terre est en colère. Moi, je ne sais pas dessiner un ver de terre en colère. Lui, il sait. C'est toute la différence. Voilà. Moi non plus, je crois qu'on sommes assez nombreux. Les perroquets de la Place d'Arezzo, c'est le roman du moment. J'imagine que le prochain est déjà en cours. Ah non, mais il y en a plusieurs j'en ai plusieurs dans la tête. J'ai plusieurs livres dans la tête, et plusieurs romans, des tas de nouvelles que j'ai envie d'écrire, un texte plus personnel. Il faut faire le tri après. Et puis une pièce. Donc, oui, un train en cache un autre. Oui, c'est ce qu'elle veut dire. Et là, le garde-barrière ne sait pas très bien quel train va passer en premier. Mais c'est comme ça, j'ai l'impression d'avoir un jardin avec un verger, avec des arbres qui font des fruits différents, des arbres qui font des nouvelles, des arbres qui font des romans, des arbres qui font des pièces de théâtre. Et alors moi, je suis le jardinier, je vais voir de temps en temps ce qui est mûr, et puis à ce moment-là, je dis « Ah, ça c'est bon », et je l'écris. Mais là, comme je suis en période où quand même je m'agite un peu, parce qu'il y a les livres qui sortent en France, mais il y a tous les anciens qui sortent à l'étranger, jusqu'à fin octobre, je ne peux pas faire le garde-barrière ou le chef de gare pour aller voir quel train va passer en premier. Il y a eu vos romans musicaux aussi, accompagnés de CD. Il y a eu un roman sur Mozart, il y a eu sur Beethoven. Ici, les questions de musique, alors de manière un petit peu détournée, c'est dans la façon dont vous avez fait vos chapitres. Annonciation, Magnificat, Réponse, Dies Irae, Lux Perpetua. Là, on est dans les œuvres musicales religieuses. Et ça va beaucoup plaire à notre invité qui va venir s'installer en plateau. Il s'agit d'un jeune homme, 28 ans, il s'appelle Raphaël Pichon, il nous rejoint. Venez Raphaël, qui a créé son propre orchestre et son propre chœur. Il va venir nous raconter son histoire. Bonjour Raphaël. Bonsoir. Éric-Emmanuel Schmitt. Alors là, nous avons 2 mélomanes. C'est pas la petite rencontre, parce que je ne sais pas si vous le savez Raphaël, mais Éric-Emmanuel Schmitt est pianiste et fanatique de grande et belle musique. Donc vous allez être passer au laser pendant toute l'émission. On va raconter un peu votre histoire, mais avant ça, est-ce que vous avez retenu une phrase, une idée, une réflexion d'Éric-Emmanuel Schmitt dans cette première partie d'émission qui vous a particulièrement interpellé? Oui, tout simplement cette question de sentir le moment où on est prêt à dire quelque chose. Et quelque chose qui est très différent pour nous, évidemment, musiciens, puisque nous ne sommes pas des créateurs, nous ne sommes que des passeurs. Oui, des passeurs, des interprètes qui cherchent à révéler, à communiquer quelque chose qu'ils sentent de façon la plus profonde possible d'une œuvre déjà existante et qui vit déjà par elle-même. Donc pour être interprète, il faut être convaincu de sa légitimité pour prendre la parole et délivrer une œuvre. Il faut construire ça en soi, et après, c'est évident. Il faut construire ça en soi. Mais alors vous, cette légitimité, Raphaël, vous l'avez eue très jeune, ou en tout cas cette révélation, parce que vous êtes dans la musique depuis tout petit, on va quand même dire ce qu'il y est. Oui, disons que j'ai commencé vraiment tout jeune, oui. J'étais tout simplement en classe à horaire aménagé, comme cela existe dans beaucoup d'endroits en France. Et donc, dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé par le violon et très vite à chanter. Chanter dans une maîtrise. J'ai commencé quand j'avais 9 ou 10 ans. Donc là, on est à Versailles. Voilà.
Mais c'est vraiment par le chant que le premier choc, le premier souvenir d'un émoi vraiment fort, presque un peu sensoriel, sensible, c'est vraiment par le chant, la pratique collective et par Bach, il se trouve. C'était la Passion selon Saint Jean, que j'ai eu la chance de chanter, toute première expérience de chanteur. Et voilà. Et j'ai un souvenir de quelque chose de très fort à ce moment-là qui ne m'a pas quitté et qui a développé presque ce besoin de musique. C'est fou parce que vous, c'est une nuit dans le désert. Eric Emmanuel-Schmitt, tous les outils étaient là en place, mais il a fallu cette nuit au désert. Hein, vous avez entendu Eric qui parlait de ça. Chez Raphaël, c'est une œuvre, ça passe par Bach. La Passion selon Saint Jean, c'est ça que vous venez de dire. Et il y a cette sorte de scène fondatrice à chaque fois chez les artistes qui va permettre la suite. C'est vraiment ça. Oui, effectivement, peut-être qu'on a tous besoin d'une sorte de premier électrochoc, de première décharge. Voilà, comme je vous disais, moi j'ai l'impression que c'était aussi, surtout quand on est très jeune et qu'on n'a pas encore forcément tous les outils intellectuels pour vraiment interpréter, disséquer ce qui nous arrive, que ça passe aussi par le corps et que ça passe par quelque chose d'un peu sensoriel. Je trouve ça très fort. Il faut trouver la source pour devenir le fleuve. Oh, c'est joli. C'est ce que je pense. Et donc forcément, il y a une suscitation, et après, l'eau coule et on devient le fleuve. Et on est modifié, changé, ou plutôt on devient nous-mêmes. Mais bien sûr, il y a toujours des émotions fondatrices. Ce n'est pas une chose qu'on se raconte après. Il y a vraiment des émotions fondatrices. Et alors, pourquoi la direction d'orchestre? Parce qu'on parlait de violon, on parlait de chant, et finalement, on vous connaît comme chef d'orchestre, Ensemble Pygmalion. Écoutez, j'ai pas vraiment de réponse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté. Après ce début d'électrochoc, un appétit sans limite pour la musique, pour beaucoup de musique, et aussi pour rassembler des gens et faire de la musique. Et aussi cette sensation de besoin de construire mes propres projets, de construire... Votre propre orchestre? Absolument. Et donc ça s'est matérialisé par mon propre orchestre et mon propre chœur. Mais ce besoin de tenter de dire quelque chose avec tous ces répertoires qui m'attirent. Non mais, excusez-moi Raphaël Pichon, mais Karajan, il a attendu bien 30 ou 35 ans avant de vraiment prendre un orchestre en main. Les grands chefs d'orchestre, ils attendent longtemps. Vous, il y a quelque chose au bout du doigt. Il a même pris sa carte au parti nazi pour être sûr d'en avoir un. Comment? Il a même pris sa carte au parti nazi pour être sûr d'avoir un orchestre. Ah oui, Karajan, oui. Ça c'est encore autre chose. Je ne le donnais pas trop comme exemple. C'est vrai. Non mais c'est vrai que vous êtes... Aujourd'hui, un jeune chef d'orchestre, soit il va réussir à l'étranger. Oui. Soit il a le courage de faire ce qu'il est en train de faire et il se débrouille tout seul. Mais vous comprenez que c'est impressionnant d'extérieur de se dire waouh, si jeune, il a déjà créé son entreprise, quoi. C'est ça, c'est un peu une entreprise finalement. Oui, après, effectivement, il y a une chose importante, c'est que je ne fais pas du tout le même métier que celui que faisait Karajan. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important il y a 30-40 ans, c'est ce qu'on a appelé un peu la révolution baroque. C'est-à-dire la redécouverte de une part de notre patrimoine, qui est celui du 15e, 16e, 17e, 18e siècle, en cherchant à les remettre dans leur contexte original et donc de jouer avec les instruments de cette époque-là, avec les outils de cette époque-là, et beaucoup de choses qui redonnent vie à cette musique de façon extrêmement parlante. Et cette révolution baroque a permis et a vu la naissance de beaucoup d'orchestres, de chœurs, spécialisés dans ces répertoires, qui ont une vie très différente de celle des grands orchestres permanents. Genre les Arts Florissants, par exemple. Exactement. William Christie, voilà, d'accord. Les Arts Florissants de William Christie, les musiciens du Louvre de Marc Minkowski. Évidemment, c'est une vie et une trajectoire très différente de celle de l'Orchestre de Paris, de l'Orchestre de Bordeaux, de tous ces orchestres qui, eux, survivent à leur fondateur, survivent à la personne qui est à la tête. C'est-à-dire que l'Orchestre de Paris va avoir un chef d'orchestre qui est là pour 5 ans, 6 ans, qui va imprimer sa marque. Nous, nos ensembles à nous, si je meurs demain, mon ensemble Pygmalion meurt. Alors, voilà, une bonne nouvelle, vous n'allez pas mourir demain, Raphaël Pichon, ça c'est la première nouvelle. Continuons de parler de cet orchestre, vous êtes spécialiste dans quel répertoire pour qu'on informe un petit peu nos... Alors, et on va vous écouter quand même après jouer. Essentiellement, justement, ce fameux répertoire baroque, c'est-à-dire à peu près du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XVIIIe siècle.
Avant Bach, Bach après Bach. Oui, disons qu'on est un peu en train de faire évoluer aussi notre répertoire, puisque il se trouve que moi, ce qui me parle le plus, c'est tout le répertoire, effectivement, autour enfin, le répertoire germanique, et notamment celui qui prend racine dans l'église luthérienne, pour tout ce qui est musique sacrée. Et notre répertoire est aussi un petit peu en train d'évoluer pour aller un peu plus loin que la musique baroque, vers Mozart, Mendelssohn, Brahms. Et Rameau, que nous allons écouter, si vous voulez bien, on va vous voir diriger donc, votre orchestre avec instruments d'époque, hein, si j'ai bien compris. Et on va regarder ça et on écouter ça religieusement, si vous voulez bien, Eric Emmanuel Schmitt. Qu'est-ce qu'on a écouté? Rameau, ça je sais, mais... Alors oui, donc là, pas du tout du répertoire sacré, c'est l'ouverture d'une tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau qui s'appelle Naïs, qui est une tragédie assez peu connue, et dont là on entend une très belle ouverture. Mozart, Beethoven, mais ça vous parle aussi? Bach, oui. Rameau? Ah mais un jour j'écrirai, j'ai 2 livres que je veux encore écrire sur les musiciens. C'est un livre sur Bach, et donc ça sera un livre sur la foi, et un livre sur Schubert. Et un livre sur Schubert. Un livre sur la consolation. Voilà. Ah, ceux-là, on va les attendre avec impatience. Vous avez déjà dirigé un orchestre, Eric Emmanuel Schmitt? Non. Et oh là, je suis en train de vous préparer un coup là. non, parce que ça m'impressionne beaucoup. Oui, et c'est vrai que j'ai fait ces dernières années un espèce de tour de France avec l'Orchestre symphonique de Lyon pour faire Ma vie avec Mozart dans des grandes salles, etc. Et moi, je faisais le récitant. Et un jour, le chef m'a dit, monte sur scène, monte et dirige. J'ai dit, non, mais c'est un gadget, j'ai pas étudié la partition. Donc, je suis allé me cacher dans les toilettes parce que tout le monde voulait que je monte sur l'estrade. Non, je prends ça trop au sérieux. Non, c'est pour. Il aussi m'a proposé de jouer avec l'orchestre un concerto de piano de Mozart, ce que techniquement je peux faire, mais être capable de jouer en public, c'est autre chose. Moi, le piano est on en parlait avant l'émission, le piano, c'est une paire de lunettes qui me permet de déchiffrer la musique et de lire la musique. Donc, je suis absolument pas capable de prendre le risque de monter sur scène, d'imposer une vision aux musiciens. Enfin, c'est pas des métiers gadgets. Non. Certainement pas. On pourrait le former, vous croyez, Raphaël Pichon? Non. Voilà. Bien, ça c'est fait. Alors, je ne sais pas si vous avez noté un détail. Dans ce livre, Les perroquets de la place d'Arezzo, il y a un objet qui est important. Ce sont des lettres anonymes, toutes les mêmes, qui arrivent auprès des habitants de cette place. Et ces lettres, elles ont une particularité, c'est qu'elles ont été écrites de la main gauche. Alors moi, j'ai une tendresse particulière pour les gauchers, parce qu'il y a toujours quelque chose de différent avec les gauchers. Et Raphaël est gaucher lui aussi. Et c'est peut-être anecdotique pour vous, Raphaël, mais franchement, pour nous qui ne connaissons pas forcément très bien votre univers, ça ne l'est pas. J'ai découvert en faisant votre connaissance que les chefs gauchers, ça n'existait pas en fait. Il est en train de créer le job. C'est fou quand même. Ça n'existe pas, ou très peu. Les chefs gauchers existent. Il y en a une multitude. Mais on les force à devenir droitiers. Voilà, c'est toute la différence. On les force à devenir droitiers. On les force à apprendre les codes, la gestique des chefs d'orchestre avec la main forte
en étant la main droite. Des gauchers contrariés, comme il y en a eu beaucoup. Oui, en musique, c'est toujours comme ça. Hein. Je veux dire, un pianiste gaucher ne jouera pas la main droite à la main gauche. Hein. Ben non. Vous êtes gaucher, vous, Éric-Emmanuel Schmitt? Non, moi, je suis droitier de chez droitier. Mais c'est quand même une leçon, quand même, parce qu'à un moment, on se dit, voilà, est-ce que je réapprends tout de la main droite ou est-ce que je trace ma voix? Et c'est fou, mais une vie peut se jouer à ce moment-là sur un détail de naissance, au départ. Vous auriez été droitier, vous auriez créé votre orchestre? Bien sûr. Vous l'auriez fait? Si jeune? Je pense. Oui, Non, oui, je pense. Vous seriez parti au Conservatoire de Paris prendre des cours? Disons que c'est juste que le jour où, effectivement, on m'a expliqué que ce métier ne serait pas pour moi si je n'apprenais pas à diriger avec ma main droite, ce qui me paraissait être extrêmement réducteur, ça a été peut-être juste un moteur de plus, pour dire, ben voilà, je vais m'accrocher avec cette main gauche et faire tout ce qui est possible pour mener à bien ce projet. Bravo. Quelle est la part de votre... Vous avez grandi à Versailles, éducation, j'allais dire catholique classique. Quelle est la part de votre, de votre foi, on va dire, dans ce que vous faites aujourd'hui comme métier, comme vocation et comme passion? Est-ce que ça a un rôle ou pas? C'est jamais anodin, un bac. Bien sûr. La première chose, c'est que on joue plus de la moitié de notre répertoire, c'est de la musique sacrée. Ces 2 dernières années ont été, par exemple, justement, on a donné notre première passion, la fameuse passion selon Saint Jean de Bach qu'on a donnée pour la première fois cette année. On joue beaucoup de cantates, de messes. Donc évidemment, notre environnement, enfin mon environnement, est celui des textes, du propre et de beaucoup de façons, de beaucoup de visions de tous ces compositeurs à travers ces textes. Et nous jouons beaucoup Bach. Vous expliquez que peut-être vous voudriez un jour écrire un livre sur Bach qui parle de la foi. Alors effectivement, quand on a la chance de jouer des œuvres portées de cette façon-là, puisque évidemment, Jean-Sébastien Bach était un homme d'église, presque, puisque sa vocation, sa première vocation, était la musique liturgique. Toutes ses œuvres, qu'elles soient d'ailleurs sacrées ou profanes, étaient signées Soli Deo Gloria, pour la seule gloire de Dieu. C'est quelque chose qui est très loin de nous aujourd'hui. Après, c'est difficile. Je pense que ça, c'est que je suis encore vraiment trop jeune pour trouver le bon équilibre. C'est très difficile de mélanger, je trouve, l'aspect professionnel de ce métier c'est-à-dire où nous sommes un groupe, où ce groupe évidemment regroupe énormément de personnalités différentes, où la question de la foi n'a pas à voir avec celle de l'engagement. Et pour moi, c'est difficile c'est-à-dire que pour l'instant, je me suis fait une sorte de motto de ne jamais révéler ma foi dans le cadre du travail. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui m'intéresse, c'est de démontrer par la musique la force et le mystère, la part de mystère qu'il y a, mais sans que cela passe par ma foi directement. Éric? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est... Là, je ne prendrai pas l'exemple de chef d'orchestre, mais je prendrai l'exemple au théâtre. Souvent, les metteurs en scène qui montrent le mieux des auteurs infiniment spirituels comme Claudel, eh bien, ce sont soit des grands croyants, soit de grands athées. Par exemple, Antoine Vitesse a monté merveilleusement un partage de midi de Claudel. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il soit athée ou croyant, c'est qu'il soit grand. C'est-à-dire qu'ils aient en eux l'épaisseur du questionnement métaphysique. C'est un peu un Xavier Beauvois qui nous livre des dieux et des hommes au cinéma. Voilà. C'est un peu ce principe-là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut avoir en soi le creux de l'interrogation, à la fois l'angoisse et la volonté de croire, la confiance et le désespoir. Il faut être travaillé par tout ça. Autrement, si on prend les choses comme étant simplement jolies, c'est complètement anecdotique. Donc, il ne faut pas avoir la foi. Il faut avoir la grandeur de la foi ou la grandeur du doute. Oh là, vous parlez comme vous écrivez, Éric-Emmanuel Schmitt, on boit vos paroles. Hein. Si vous pouviez poser une question à Jean-Sébastien Bach, à Raphaël Pichon, vous pourriez l'avoir pour quelques minutes, là, pour vous. Je vous pose la même question après, Éric-Emmanuel Schmitt, réfléchissez. Vous lui poseriez quoi comme question? Soit en tant que musicien, soit en tant qu'homme, hein, que sais-je. Parce qu'il a eu aussi une vie assez incroyable, Bach. C'est difficile de vous répondre. J'aurais évidemment beaucoup de questions. Ce mi-là, il fait quoi à cet endroit-là? Est-ce qu'il y aurait une question sur l'interprétation ou sur le sens de ses œuvres ou...
On va laisser Éric-Emmanuel Schmitt répondre, ça vous laissera le temps de réfléchir. Oh, moi, je lui demanderais s'il peut être contagieux. J'aimerais bien qu'il le soit, parce que ce qui me fascine dans Bach, c'est que il nous délivre une vision de l'univers dans lequel l'univers est plein. Il est plein de lignes qui vont ensemble, et de notes qui s'aiment, comme disait Mozart. Mais c'est une musique à la fois horizontale et verticale. C'est un tissu. Et il croit que le monde n'est pas absurde, mais qu'il est au contraire totalement ordonné, qu'il est gorgé de sens, qu'il est ligneux. Alors, moi, je suis attiré par ça. Je suis sur la crête de ça, mais je ne suis pas dedans comme lui l'est. C'est-à-dire que comment dirais-je, la confiance de sa foi, je dirais presque l'indécence de sa foi, l'obscénité même presque de sa foi, est une chose qui me fascine et que j'envie. Et c'est pour ça que je m'approche tout le temps de lui. Raphaël. Ben, je ne répondrai pas à votre question, mais j'irai dans le sens d'Éric-Emmanuel Schmitt. Effectivement, moi je suis aussi totalement fasciné par cette, comme vous dites, cette presque obscénité de cette foi, et en même temps, cette capacité à nous renvoyer toujours à nous, à notre condition fragile d'homme. Oui, oui. C'est-à-dire que ce que l'on ressent, on ne ressent pas cette obscénité, cette confiance totalement innée. Elle ne nous exclut pas. Elle ne nous exclut pas. C'est qu'elle nous met face à toutes les questions innées à l'humanité, et même dans la plus grande fragilité. Complètement. Et on chante sur la mort, et on chante sur la douleur, et en chantant sur la mort et la douleur, on rend la mort et la douleur belles. Absolument. Donc on nous fait aimer la douleur et la mort, on donne un sens à la douleur et à la mort. C'est une leçon de spiritualité. Pardon Raphaël, vous avez perdu votre papa il y a une année à peu près. Vous pouvez dire ça aujourd'hui. Bach, je ne sais pas si Bach a été diffusé à ce moment-là dans l'Église, mais ça vous aide à aborder ce chapitre-là de la mort de manière intime. On n'a pas diffusé. J'ai choisi les morceaux pour la mort de mon père. Il n'y avait pas de Bach parce que mon père ne croyait pas. Mon père avait été un grand athée douloureux. Et il était très, très heureux d'avoir un fils qui était un croyant, et on parlait beaucoup de ces choses-là. Donc j'ai mis des musiques plus pathétiques que pleines, parce que ça lui correspondait. Mais j'espère que maintenant il entend Bach. Raphaël, vous vouliez intervenir? Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, excusez-moi. On va passer à la dernière partie de cette émission, messieurs, qui peut paraître anecdotique comme ça, mais qui ne l'est pas. Enfin, ça dépendra de mes questions et de vos réponses. Il s'agit du questionnaire inattendu. C'est pas douloureux, mais ça peut perturber un peu. Est-ce que vous êtes partant? Ils disent oui comme s'ils avaient le choix, c'est trop mignon. Oui, merci, c'est l'heure du questionnaire inattendu. Éric-Emmanuel Schmitt, quel est l'écrivain que vous enviez? L'envie, c'est pas mon truc. D'accord, mais alors vous admirez alors? Diderot, Proust, cette saloperie de Shakespeare, cette saloperie de Molière, enfin tous les gens qui ont un génie comme ça. Alors je reformule ma question. Quel est l'écrivain contemporain que vous admirez? Ismaël Kadare, écrivain albanais, que j'aime beaucoup. D'accord, c'est un compagnonnage avec lui, vous vous connaissez ou... Ça a été très décevant le jour où on s'est rencontrés. Mais par contre, j'adore ses livres. Et vous, Raphaël Pichon, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre que vous admirez particulièrement? On peut penser qu'il est plus âgé que vous, a priori, mais... Oui, il y en a plusieurs. Il y a Louis Langrée, il y a Philippe Hervègue, il y a à chaque fois des gens vraiment pour des raisons... très diverses, mais moi je suis à la fois fasciné et j'apprécie tout particulièrement les gens qui, au bout de 40 ou 50 ans de carrière, restent authentiques, restent fidèles au chemin qui s'était tracé au départ. Éric-Emmanuel Schmitt, si vous pouviez rencontrer un personnage qui a réellement existé, qui n'est plus aujourd'hui, vous aimeriez rencontrer qui? On peut remonter très 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 loin si vous voulez. Moi non, alors c'est simple. Mozart. Oui. Et je m'occupe de lui, de sa santé, de ses affaires, de ses dettes de jeu. Je fais en sorte qu'il ne meure pas à 35 ans, etc., etc. Et vous le laissez créer? Oui, voilà. Là, je deviens l'impresario idéal. Je laisse tomber ma carrière et je m'occupe de la sienne. Je m'attendais aussi à une autre réponse, un peu différente. Charles de Foucault, ça vous aurait intéressé?
qu'à un moment vous êtes parti sur ces traces. Donc, oui, mais peut-être que je l'ai rencontré finalement en partant sur ces traces dans le désert et en vivant tout ce que j'ai vécu dans le désert. Charles de Foucauld était un converti. Alors lui, c'était à l'église de la Trinité, ici à Paris, que tout d'un coup, derrière un pilier, il a ressenti la foi. Moi, c'était en marchant vers la Sécrème, parce que je devais faire un film documentaire sur lui. Et en marchant Qui ne s'est pas fait. Non, qui ne s'est jamais fait. Et voilà. Et en marchant sur ces traces, je me suis perdu dans le désert et j'ai aussi reçu la foi. Raphaël Pichon, même question. Si vous pouviez rencontrer un personnage décédé aujourd'hui, homme, femme, quel que soit son milieu, quel que soit son secteur d'activité, rêvons un peu, hein, ne nous faisons pas de mal. Alors, peut-être, on va y revenir, Jean-Sébastien Bach, ouais. Mais pas forcément pour lui poser des questions, juste pour, j'aurais bien voulu être une petite souris, pouvoir me glisser. Il était maître de chapelle à Leipzig et je sais pas, demeurer, par exemple, pendant tout le temps du carême jusqu'à une passion, être une petite souris ou un des musiciens, sans forcément avoir besoin ou un de ses enfants. En fait, vous aussi, vous espérez qu'il était contagieux. Exactement, c'est sûr. Bach pour l'un, Mozart pour l'autre. Vous lui diriez quoi, petit Éric Emmanuel de 7 ans, là, que vous croisez à Lyon, qui se balade dans la rue? Vous lui diriez quoi, Éric Emmanuel Schmitt, aujourd'hui, du haut de vos 53 ans? Que la vie est aussi bien qu'il imaginait. Il imaginait bien sa vie? Ouais. Et moi, j'étais un gamin qui avait envie de vivre, qui avait l'appétit de vivre, qui était sûr que ça serait passionnant. Et je peux lui confirmer que c'est absolument passionnant. Ah, génial. Raphaël, c'est un chouïa plus récent, mais finalement pas tant que ça. Le petit gamin de 7 ans dans Versailles, là, qui commence à prendre ses cours de violon, qui va chanter plus tard, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Je pense un peu la même chose que ce que vous décrivez. Qu'il faut tout simplement croire en ses rêves. Et que rien n'est impossible, et qu'il faut s'accrocher à... Voilà, essayer encore une fois, de rester accroché au dessin originel de cette chance, de cet appétit qui s'est ouvert un jour, de cette révélation pour un art ou pour un autre, et qu'il faut s'accrocher à ça et de jamais le perdre de vue. Alors vous avez tous les deux eu une révélation finalement pour votre art, chacun de votre côté, ou vos arts quand il y en a plusieurs. Vous avez une année sabbatique chacun, vous en faites quoi? Interdit de toucher un instrument ou une baguette, interdit de toucher un stylo, un clavier d'ordinateur ou que sais-je qui se rapporte de près ou de loin à l'écriture. Vous en faites quoi de cette année sabbatique chacun? Moi, je la refuse. non, c'est pas dans le contrat, c'est Éric Emmanuel Schmitt. Non, mais j'en veux pas, je l'aurais fait. J'ai plus besoin de travailler pour gagner ma vie. Je l'aurais fait si j'en avais envie. Ouais. Vous n'en avez jamais eu envie de tout poser, partir Absolument jamais. pas, non. Au contraire, vous parliez des dons, enfin, hors micro, on parlait des dons. Et des talents. On parlait de cette phrase, qu'as-tu fait de tes talents? Moi, j'ai le sentiment, alors ça peut paraître prétentieux, mais en fait, ce que je veux dire est assez modeste, mais ça peut paraître prétentieux, enfin, je me risque à le dire, c'est que je pense que, voilà, moi, j'ai reçu du talent, des dons pour faire les choses facilement, etc. Et j'espère juste travailler assez toute ma vie pour, à la fin de ma vie, mériter le don que j'ai reçu au départ. C'est mon chemin. Raphaël, une année sabbatique? Moi, c'est très net, je pars en bateau. En bateau? Voilà, un besoin de mer et de bateau. Je suis un breton natif et je pense que ça, c'est sûr, je consacre cette année-là à une sorte de tour du monde en bateau. Et en plus, une année sabbatique vraiment sans faire de musique. De toute façon, quand on est chef d'orchestre, on ne fait pas de musique, on agite les bras devant des gens qui font de la musique. Donc on a la chance de pouvoir, même tous les musiciens l'ont, mais je veux dire, on peut partir un an, s'échapper un petit peu, tout en continuant à mûrir ces musiques. Ouais, mais moi je vais vous proposer mieux, vous allez faire le tour du monde avec votre orchestre. Ah voilà. Ça, on ne vous souhaite que ça, évidemment, avec l'ensemble Pygmalion. Un de mes rêves, ce serait un jour de construire une sorte de tournée, mais qui serait plutôt un itinéraire. Voilà, par exemple, à l'image des chemins de Saint-Jacques. Pourquoi pas partir et s'arrêter sur la route en allant vers quelque part. Ça serait je n'ai pas encore
vraiment trouver La formule la formule pour matérialiser tout ça et trouver une belle idée. Mais ça serait vraiment un de mes rêves. Vous savez qu'il vaut mieux emmener un écrivain dans ce genre d'itinérance. Il faut quelqu'un qui puisse retranscrire ce qui se passe. C'est intéressant quand même. Vous êtes combien de musiciens et de choristes à l'ensemble Pygmalion? Ça dépend un petit peu des projets, Non, mais entre 50 et 70, 80. Ah oui, c'est la grosse épopée quand même. Hein. D'accord, grosse épopée. Cette émission va se terminer, il nous reste encore 2 minutes. Moi j'ai quand même une question, je ne sais pas vous, mais moi les chefs d'orchestre ça me fascine parce que ils bougent le doigt là, et puis ils le bougent là, ça veut dire autre chose, et puis ils le bougent là, ça veut dire autre chose, et puis il y a le sourcil qui fait comme ça, et les musiciens comprennent. Enfin, tout est dans le détail, la minutie du visage et des mains. Ça se construit comment, ça, sa manière de diriger? Comment on se construit là-dessus? Comment dire votre corps, votre langage corporel, c'est rare que vous puissiez vraiment le trahir qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il décrit profondément qui vous êtes, et donc il décrit aussi profondément ce que vous ressentez au plus profond de vous-même d'une œuvre, d'une musique. Donc quand on vous voit diriger, c'est vous au plus simple finalement, au plus direct. Mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire un chef d'orchestre, c'est une exigence, c'est une attente aussi. Ça porte tout ça. Les gens qui jouaient avec Furtwängler, qui n'avaient pas la gestique la plus précise qui soit, disaient toujours on ne voulait pas le décevoir. On savait quelle était sa qualité d'écoute et son exigence incroyable. Et au fond, c'était quelque chose de plus que ces gestes, cette espèce de gouffre dans lequel ils les emmenaient, où la musique devait être à ce niveau-là. Donc c'est aussi ça, un chef. Ça ne se réduit pas à des gestes techniques du tout. Bien sûr, pas du tout. Évidemment. Enfin, on tend tous vers ça, mais je crois aussi que justement, enfin, en tout cas, c'est mon chemin à moi. La difficulté, c'est de réussir avec le temps à accepter qui vous êtes et à dire vraiment qui vous êtes. Parce que, évidemment, au début, on se nourrit des autres chefs d'orchestre qu'on regarde, qu'on voit, et on prend ce qu'on a envie de prendre chez eux. Et on commence par être plutôt une espèce d'alchimie de toutes ces personnalités et de réussir à transformer tout ça pour faire vous accepter aussi avec votre corps, vos mains, voilà, et réussir à dire qui vous êtes sans attributs et sans choses, sans artifice, sans artifices qui viennent vous déguiser. En tout cas, franchement, bravo à tous les deux. Parce que, alors moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai vécu une émission absolument formidable. Et je trouve que vous avez joué le jeu de dire qui vous êtes sans artifice tous les deux, de manière incroyable. Je voudrais vraiment vous en remercier. L'actu pour Raphaël Pichon, c'est... À la parution de notre premier opéra au disque. Parce qu'il y a déjà 3 disques quand même. Cette fois-ci une tragédie, justement une des grandes tragédies de Jean-Philippe Rameau, Dardanus. Très bien. L'actu, bon, alors l'actu, c'est moi qui vais la dire parce qu'il y en a tellement. Les perroquets de la place d'Arezzo chez Albin Michel, ça se lit d'une traite, 700 pages, mais je vous assure, faites-moi confiance. Les aventures de Poussin Ier, alors ça se lit un peu plus rapidement, et d'une traite aussi. Et puis, évidemment, on a dit The Guitries au théâtre... The Guitries. Au théâtre Rive Gauche. The Guitries, avec Martin Lamotte et Claire Kaim. Mise en scène de Steve Suissa. Je vous embrasse tous les deux. Et puis, on vous laisse développer votre histoire d'amitié ensuite derrière, ce que je sens que ça va accrocher. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.